Engel. Excuse-moi, j'ai un En mode avion, avec Fred Testo. Donc Marie et François. Marie, donc comment ça va déjà? Ça va pas bien. mal, écoute, surtout depuis que content. je suis là. Voilà. On est bien. Nous, on s'est connus dans le métier, avec Marie, qui est un peu mon deuxième agent. Voilà. Il m'a permis de faire un virement dramatique à la télévision. Et donc, je te remercie en vrai. Comme ça, tu vois, un jour, on pourra ressortir une archive. Ce sera déjà enregistré. En boucle. Voilà, grâce à toi que je suis là, aujourd'hui. Merci Marie. Et donc, toi, aujourd'hui, tu produis aussi des films. François, tu es écrivain, donc c'est marrant. Du coup, on peut parler d'histoire. Qui veut commencer un peu? Qu'est-ce qui vous intéresse dans votre vie, en général, par exemple? Ouais. Qu'est-ce qui t'anime? Pourquoi aujourd'hui tu as envie de produire des films, de raconter des histoires, par exemple? Pour raconter des histoires. En fait, c'est marrant ce que tu dis de ce que j'ai fait avant, etc. Mais moi, j'étais journaliste. Puis très vite, je me suis dit que le métier de journaliste, c'était de raconter des histoires. Et puis en fait, je me suis dit, tant qu'à raconter des histoires, autant raconter des histoires, des vraies histoires. On a la liberté de les raconter comme on veut, plutôt que d'être prisonnier d'un... Voilà. C'est pour ça que j'ai fait ce métier, en fait. Alors, un peu par hasard, j'ai fait plein de trucs. Tu veux que je te raconte? Oui, non, ce que tu veux. J'ai fait de la télé-réalité, moi. J'ai bossé sur Le Loft, j'ai bossé sur l'île de la Tentation, complètement par hasard. J'ai découvert une dramaturgie qui m'a vachement amusée dans le montage, etc. Au milieu, j'ai fait un peu de vrai journalisme. Et je suis vite venue ou revenue, finalement, à la vraie fiction. Voilà. Donc, d'abord à TF1, où ça m'amusait de commander des projets. Et puis aujourd'hui, comme productrice, voilà, depuis 2 ans. Mais ce qui m'amuse, c'est de raconter des histoires. Ce qui m'amuse, c'est un matin de me dire... d'entendre un truc à la radio, de lire un livre, de lire un article, et me dire, voilà, ça c'est génial, ça ferait une série, ça ferait un film, ça ferait une histoire qu'on va avoir envie de raconter. Voilà. Ouais, moi je suis d'accord. Je pense exactement la même chose. François, toi, tu écris des histoires? Moi, j'écris des histoires, mais ce qui est vachement marrant, c'est que j'ai une formation de journaliste aussi. J'ai commencé comme journaliste, un petit peu. J'ai fait des études, etc., dans ce sens-là. Et en fait, je me suis aperçu que pour écrire mes papiers ou pour écrire des romans, parce que c'est ce que j'aimais faire au départ, j'allais puiser à la même source. Et donc, je me suis dit, ça va être un peu confus, un peu confusant, finalement, quand j'écrirai des papiers, je serais un peu frustré de pas pouvoir avoir plus de place pour raconter vraiment des histoires. J'avais un père grand reporter qui était frustré à cause de ça, parce qu'il revenait de grands reportages et il disait, mais il me faudrait 300 pages, et en fait, il avait 25 pages dans l'Express, et c'était déjà beaucoup, ou 15 pages, ou 10 pages, mais c'était toujours pas assez, en tout cas. Mais il faisait des gros papiers, et puis moi, je me suis dit, allez, je divise les deux, ça va être très clair, je vais faire de la pub d'un côté, et des romans de l'autre. Et sans être journaliste. Et le journalisme m'a rattrapé, parce qu'après, grâce à mes bouquins, j'ai pu être chroniqueur dans certains magazines, etc., etc. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a aussi un point commun entre nous, c'est que moi je trouve dans le kiff personnel, il y a une moitié de moi où j'adore faire ce qu'on fait. Là, on a la chance de pratiquer un déjeuner totalement autorisé et légal ensemble pour le travail, puisque c'est un tournage. Mais avant, dans l'ancienne vie où on faisait des déjeuners, enfin vivre sa vie, quoi. Voilà, partir en vacances, avoir des amis, rigoler, essayer d'être heureux. Et l'autre partie dans notre métier, donc dans le métier de comédien en l'occurrence, ou comme tu dis, de produire ou d'écrire ou de réaliser, d'être derrière, c'est d'être aussi de vivre hors du temps, parce que t'es complètement dans un autre monde. Donc en fait, c'est une sorte de 50-50. Et moi, c'est ce qui me plaît vraiment, quoi. Si t'as trop l'un et pas assez l'autre, ça va pas. Et donc, faut un équilibre entre ces deux mondes. La vraie vie, quand elle est géniale aussi, parce que la vraie vie nulle m'intéresse pas, bizarrement. Je sais pas pourquoi. Moi, je suis assez philosophe, donc je fais quand même des punchlines. Je fais gaffe à ce que je dis, parce que là, j'ai un professionnel à ma gauche. Mais je pense que c'est ça aussi, c'est l'équilibre. C'est vivre plusieurs vies en même temps. Mais voilà, c'est ça. Tu vis plusieurs vies en même temps, tu crées des personnages, t'accompagnes des personnages, tu crées des histoires ou tu rends des histoires possibles. Tout est possible dans une espèce de monde parallèle, tout d'un coup, qui est nourri de la vraie vie, qui est nourri de ta vie, de celle des autres, du monde dans lequel on vit. C'est hyper intéressant. C'est vrai que ça rend la vie plus intéressante. Mais c'est génial, parce que quand tu as cet ancrage un peu à la fois dans la vraie vie et puis dans le monde de la fiction, t'as un pied dans une communauté, dans la vie, dans les gens. Enfin, moi, c'est ce que j'aime bien quand je travaille comme journaliste ou comme je travaille comme publicitaire, ou aussi tous les à côté du roman, c'est-à-dire que tu vas dans les salons du livre, tu rencontres des gens, et puis aussi le cinéma où t'es sur un plateau, où tu vois des comédiens, et puis si t'as une adaptation, tu vois des comédiens dire tes textes, c'est fabuleux, et puis ensuite tu te réfugies dans ta tour d'ivoire, dans cet autre espace, comme tu disais, où à un moment, t'es tout seul et puis t'inventes une autre vie, t'inventes un monde parallèle, quoi. C'est ça qui est génial. Mais j'aime bien les deux. J'aime bien avoir un pied dans l'un et un pied dans l'autre. Moi, je trouve ça même nécessaire, quoi, parfois. Et du coup, toi, tu t'inspires beaucoup de choses du réel ou que tu peux vivre ou que tu extrapoles ou... Moi, je m'inspire vraiment des gens, du monde dans lequel je vis, même du monde parfois de l'entreprise, de l'actualité, etc. Je pourrais pas
vivre dans une tour d'ivoire tout seul, tu vois, sur une île, à regarder l'horizon, dans une chambre toute blanche, en me disant tiens, je vais écrire un roman. C'est vachement intimidant. Non, t'es partageur aussi. Il y a le côté partageur et puis il y a le côté t'as moins d'angoisse de la page blanche quand ta vie c'est aussi d'écrire pour autre chose que pour des romans. C'est-à-dire que c'est moins intimidant en fait et t'as une amorce de texte qui vient plus rapidement parce que finalement l'acte d'écrire est plus banalisé quand tu travailles pour la presse ou quand tu travailles pour des scénars ou même parfois pour des marques, ce qui m'arrive aussi de temps en temps. Et du coup, la page blanche me fait moins peur. Mais j'ai des amis qui sont tout seuls à la campagne et qui ont une vie d'auteur, d'écrivain un peu comme, comme on se l'imagine. Oui, quoi. oui. Le mec tout seul, ouais. Le mec tout qui seul, regarde à l'horizon. Qui regarde à l'horizon ou qui est dans sa ferme au fin fond du Lot et puis qui parle à personne et qui est totalement concentré sur ce truc. Chacun son truc, mais ça me ferait peur en tout cas. Parce que moi, des fois, quand même, je rigole devant ma glace tout seul et je me fais des trucs personnels et j'ai quand même ce truc-là de plus en plus. Alors, je sais pas ce que c'est. C'est que je suis le auto-client de moi-même. Et c'est pas du tout de l'égocentrisme. Moi, j'ai aucune ambition, enfin aucun, à part celle d'être heureux. Ça, c'est une autre phrase de philosophe, qui est pas mal quand même comme ambition. Mais non, mais j'ai pas d'égo là-dessus ou de besoin de reconnaissance ou de réussite. J'ai envie d'essayer plein de choses. Peut-être j'y arrive, peut-être j'y arrive pas, voilà. Mais souvent, j'ai ce truc-là quand même encore. Et ça, je sens qu'il faut que je retrouve un peu une vie sociale. J'ai besoin de faire l'amuseur, quoi, de m'amuser, de faire le con. Donc je me le fais dans ma glace. Un peu je rigole tout seul. Je fais des trucs comme ça. Et même moi, ça me fait rire en disant, putain, ouais, là, il faut que parce qu'à l'époque, quand j'ai fait beaucoup c'est aussi un truc d'assistante sociale, hein, ce podcast. J'ai besoin de parler aux gens. Ouais, de psychanalyse. Mais on est là pour ça aussi avec François. On est content de t'écouter. Hein. Non, mais je pense que j'ai un seuil il faut que je rebondisse sur le côté feuille blanche, machin. Moi, il faut que je bouge ou que je fasse le con, entre guillemets. Mais voilà, il faut que je fasse le fanfaron parce qu'à un moment donné, je vais exploser. Sinon, ça va pas. Là, il y a trop, ça boue. Non, mais il y a un truc qui est d'ailleurs marrant de voir avec ce qu'on vit là, l'explosion de ce que tu fais là. Finalement, qui se multiplie avec plein de trucs différents. Il y a plein de formats différents où les gens ont besoin de sur raconter des choses. Instagram, de live, je sais pas quoi, des gens qui prennent la parole, comme on dit, sur tout et n'importe quoi, parfois n'importe quoi. Mais après, je peux comprendre le besoin de trouver d'autres manières de s'exprimer quand on est finalement aujourd'hui bridé pour un mec comme toi qui, heureusement, il y a les plateaux de... Mais t'as plus le public, t'as plus le spectacle, t'as plus tout ça, quoi. C'est un moyen de communiquer. C'est marrant, ça, la réinvention des moyens d'échanger et de communiquer. Mais raconter des histoires, c'est communiquer, en fait. Pareil, c'est être pas devant, mais par l'intermédiaire de l'histoire que tu racontes, t'es finalement dans un lien avec les gens à qui tu racontes l'histoire. On raconte tout le temps des histoires, que ce soit à table, que ce soit en fin de... tu vois, le fameux tonton. Tu sais, on raconte tout le temps l'histoire. Cela dit, il y a des gens, tu parlais d'être heureux et qui est déjà une belle ambition, mais moi j'ai des copains, leur terreau pour faire germer les idées ou créer des histoires, c'est d'être un peu malheureux, c'est d'être un peu tout seul. Il y a aussi ce truc-là dans la littérature, entre guillemets, ou dans les bouquins, ou parfois en France, cette espèce de noblesse de la souffrance. C'est-à-dire que tu dois en baver, tu dois, pour être tout seul, pour en chier devant ton texte, etc. J'ai dit un gros mot, mais bon. Ça sera coupé, le gros mot. Ça sera coupé, hein. Et en fait, il y a cette espèce de culture-là où tu n'oses pas effectivement être heureux ou être ancré dans la vie pour raconter des histoires. Et c'est beaucoup plus chic, parfois, d'être tout seul et d'en baver à chaque page. Et c'est une horreur. Il y a cette culture de la souffrance aussi en France. Et je trouve que c'est très sain aussi de faire sortir des énergies positives pour raconter des histoires qui sont... moins intéressante. Dans chacun des métiers, tu peux être producteur, réalisateur, comédien, patron de je ne sais quoi, il y a des gens qui s'accomplissent aussi un peu comme tu dis, dans la souffrance ou dans la douleur. Ouais. Et ça, c'est un autre... C'est vrai que moi, j'en suis pas. Mais en édition, ça peut être très créatif. En édition, enfin dans le monde de l'édition, il y a des exemples célèbres où des livres qui ne marchaient pas avaient les faveurs de la critique parce qu'on sentait que le type en avait bavé, il en avait vendu 827 et c'était super classe. Quand le livre a commencé à faire un carton, c'est le cas de Papillon par exemple, il y a pas mal d'années. Quand Papillon est devenu un énorme succès, les mêmes qui avaient encensé ce bouquin ont dit ensuite que c'était vraiment un peu commercial. Donc il y a ce truc. C'est vrai, et il y a des cas comme ça où c'est un peu étrange en fait. Mais ça, c'est peut-être très, très franco-français. Je ne sais pas si les Américains sont comme ça, par exemple. Merci beaucoup. Là, on est sur de l'Ormeau, hein. L'Ormeau de Bretagne, exactement. Voilà, c'est très beau. Hein. Je connais la Bretagne. Je suis allé en vacances à Concarneau quand j'avais 8 ans, donc je m'en souviens. C'est très très joli en tout cas. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en réalité sur la souffrance de celui qui écrit, etc. Et tu parles des Américains et ça pose la question aussi de est-ce qu'écrire c'est un métier
ou un destin, une vocation, une mission. Enfin, en France, les auteurs, ils sont quand même vachement moins mis en avant qu'aux États-Unis, non ? J'ai l'impression, non ? Alors on parle après, il y a les auteurs, il y a les scénaristes, il y a Oui. toutes sortes de choses. Je pense que mais Allez-y. c'est parce que tu parles des États-Unis. Je pense qu'aux États-Unis, il y a justement une culture de l'écriture un peu différente. Je parle pas des romanciers, etc. Mais c'est vrai que heureusement qu'il ne faut pas souffrir pour écrire. Sinon, d'abord, j'allais dire, non, en fait, on serait nombreux à écrire, sans doute, mais c'est pas une condition nécessaire. Mais après, t'interroges sur les Américains, où c'est vrai que notamment les scénaristes, je pense qu'ils ont une organisation très différente, donc finalement une organisation différente de l'écriture, donc un rapport différent à l'écriture, qui est sans doute voilà. Alors, est-ce qu'en France, les gens sont moins, les auteurs te diront qu'ils sont jamais assez. Mais en France, t'as plus le côté un peu auteur, Ouais. qui est aussi réalisateur. Si tu parles de l'écriture des séries, par exemple, aux États-Unis, c'est vrai que les choses sont très séquencées, quoi. Des fois, on Il y a veut ceux trop qui s'approprier écrivent, les choses en France, alors que Ouais, c'est un c'est travail vrai. d'équipe. C'est vrai, mais je Pour pense moi, qu'en et qui est en pas- France, on n'a souvent pas assez l'esprit d'équipe, notamment sur chacun veut ramener à soi son. Alors que j'ai l'impression que. Moi, je suis footballeur, C'est donc un- ça me concerne pas. Moi, je partage. Moi, si c'est François qui a mis le but ou toi, Marie. Ouais. C'est souvent moi, d'ailleurs. Ouais, c'est souvent toi, Ouais, c'est d'ailleurs. vrai. De toute façon, les femmes sont au-dessus du lot, souvent. Bizarrement. Ça me paraît logique. Non, mais par contre, ce qui est vrai, que c'est aussi intéressant, le côté des cases dans lesquelles on peut, justement, pour rebondir sur notre histoire personnelle, mais le fait, moi, d'un coup, t'as vu plus en tant qu'humoriste, donc on proposait beaucoup de choses, à part Nicolas Bokrief qui m'avait proposé un film de flic, un truc sérieux. Sinon, on me proposait de la comédie parce que je faisais de la comédie. Et d'un coup, le virage, et au cinéma, et le virage à la télé, toi que voilà, que j'ai eu la chance de faire grâce à toi, c'est de jouer un sale type, film qui s'appelait L'Emprise sur les violences conjugales, et que du coup, Ah oui, j'ai vu. c'était quand même un peu à milieu de ce que j'avais fait avant, et je trouve que c'était super intéressant de me donner cette chance de le faire, quoi. Mais parce que souvent, c'est vrai qu'on a, en France notamment, on aime En tout bien, cas, c'est la je pense, télé qui mettre m'a les gens amené dans ça. des cases. Ouais. Et moi, c'est un truc auquel je crois dans la vie. C'est-à-dire que je trouve qu'on met trop souvent les gens dans des cases et on les cantonne on se limite à penser qu'ils savent faire ce qu'ils ont déjà fait. Et on n'a pas Oui. envie de leur donner la chance de... Voilà. Et on parlait de parcours. Tu vois, moi, j'étais journaliste. Franchement, j'ai découvert la fiction française en commençant la fiction française. J'ai grandi dans une famille où on ne regardait pas la télé. J'étais pas Oui, voilà, nourrie de t'étais ça. même pas Et ça, dans j'avais le- pas le profil de... Tu vois, et si j'avais pas rencontré... à l'époque, Takis Kandilis, qui m'a donné la chance de passer de l'un à l'autre. Voilà, j'étais cataloguée dans un autre truc. Voilà. Et je pense que ça, c'est très français. Et c'est pareil pour les comédiens et en fait, un truc un peu dans la vie, quoi. Je trouve qu'on a un peu Bah oui. tendance à se dire, on donne pas ça. Alors que moi, je trouve que c'est toujours hyper intéressant. Après, ça peut conduire à... Tout le monde n'est pas toujours capable de faire autre chose que ce qu'il a déjà Non, fait, non. etc. Mais je trouve que c'est bien dans la vie de pouvoir donner la chance en fait, aux gens de faire d'autres choses. Et quand on est finalement comédien... et qu'on joue la comédie, donc le drame aussi, voilà. Bah, moi, je trouve que... c'est- Ouais, mais bon, c'est quand même... c'est encore très récent, cette pensée-là, tu vois. Je trouve, justement. De pouvoir penser que tu peux être dans la comédie et basculer dans le drame. Enfin, voilà. Ouais, c'est vrai. Je te remercie une deuxième fois. Et pourtant, Pourtant, j'ai bu qu'un verre. Donc, tu vois, je ne peux même pas dire oui, mais les sous, il l'a remercié 50 fois, c'est bizarre. tellement gênant. Non, mais parce que c'est super intéressant. Parce que moi-même, je ne savais pas si j'étais capable de faire ça aussi. Ouais. C'est intéressant, un moment de ta vie où tu sais pas, tu sais plus d'ailleurs, c'était un drôle de moment de vie. Et là, ben, on te propose ça et tant mieux, ça marche super bien. Et C'est vrai que ça a bien marché. voilà, en Un plus, succès en énorme. plus, ça a super Ouais. bien marché, et en plus, on croit à l'histoire, on croit au personnage, donc derrière, t'as vraiment un avant, un après. Et moi, je suis comme toi, où je pense que demain, tu peux faire une pub pour le beurre demi-sel de Bretagne, que je ferai demain, d'ailleurs, j'appelle les marques, différentes marques à me contacter, il n'y a pas de problème, mais je trouve que c'est super intéressant, et en même temps, tu peux faire un film d'auteur, un drame, une comédie très populaire, une comédie musicale, si tu sais chanter, bon, moi, ce sera plus compliqué, ou ce sera du playback, ou avec le groupe Mini Vanilli, s'ils veulent bien se reformer pour moi. Mais bon, c'est ça qui est génial, moi, d'ailleurs. Je trouve qu'à chaque fois, c'est que, justement, moins on en sait sur toi, plus tu vas nous impressionner ou pas, ou nous émouvoir, ou C'est les comédiens, vachement, les comédiennes, c'est fait pour ça, quoi. Les artistes, en Ouais, général, je je suis veux dire, d'accord. d'ailleurs, c'est débile de dire comédien, comédienne, mais les artistes en général,
c'est inattendu de voir quelqu'un qui a une image et puis de le voir sous un jour complètement différent quand tu vois Bourvil dans Le Cercle Rouge, parce que c'est le grand exemple, ou même Tim Seed dans Le Cousin d'Alain Corneau. Tu vois, qui est inquiétant, qui est un type qui est tout à coup bizarre, apparaît sous un jour très bizarre et très étrange. Le mec te fait mourir de rire. Et le mec te fait mourir de rire, et tout à coup, c'est une espèce de cinglé, de psychopathe ultra violent, etc. Et je trouve ça vachement intéressant, mais je me demandais si justement le confinement n'avait pas un peu rebattu les cartes, et si justement on n'allait pas un peu décloisonner tout ça et faire passer un peu d'air et un peu d'énergie dans tous ces genres qui sont tellement dans des silos et qui sont tellement... qui sont séparés les uns des autres, mais je trouve que ça serait au moins une vertu de ce confinement d'avoir apporté ça d'une nouvelle façon de penser, quoi. J'ai l'impression qu'on est en train de gagner du temps sur ça. En tout cas, dans nos métiers, et peut-être dans d'autres, mais que je ne connais pas, mais que oui, les barrières ou les étiquettes sont en train de... Alors je sais pas si c'est le confinement ou tout ça, enfin ce qu'on vit là, enfin en tout cas pour ce qui nous concerne, ce petit monde de cinéma / télévision / plateforme, voilà. C'est vrai que ça rebat un peu les cartes, mais ce qu'on vit, la crise sanitaire et ce qu'on vit là est un accélérateur effroyable de l'histoire, alors qu'on aime ou pas. Mais c'est vrai qu'il y a un espèce d'appel de contenu qui fait qu'on a le sentiment, à tort ou à raison, mais à mon avis, c'est quand même une réalité. Il y a un volume énorme qui fait qu'il y a plein de choses à faire. Dans plein d'endroits. On fragmente un peu, dans plein d'endroits, et on fragmente les moyens de diffuser, donc les moyens de toucher les gens avec... je sais pas combien de personnes écoutent un podcast, celui-là, un autre, je sais pas combien. Mais on s'adapte à une audience très variable, donc on peut aussi faire des choses vachement plus petites, ciblées, donc particulières. Oui. Donc en faisant des choses particulières, des formats très différents, il y a une liberté qui permet à chacun, je pense, de s'exprimer différemment. Donc c'est vrai que en ce sens-là, ça a fait exploser ces barrières-là. Puis les formats sont très différents, du coup ça suscite une nouvelle façon de se comporter. Le simple fait d'être ici, je trouve, c'est un peu inattendu de se retrouver. On a une autre façon de s'exprimer que de façon ultra cadrée, ultra formatée, ultra standardisée, comme on l'a vécu. Avant, c'était quand même, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, tout était quand même très standardisé, très jalonné, très formel. Et j'ai l'impression que là, il y a des énergies nouvelles qui se libèrent. Je trouve ça assez rafraîchissant, en fait. Encore une fois, tout n'est vraiment pas marrant dans cette crise, mais s'il y a vraiment 2-3 petites choses à retenir, je trouve que ça peut être ça, quoi. Ça peut être pas mal. Et comment vous voyez, vous, l'évolution par rapport justement aux réseaux sociaux? Parce que moi, j'ai un pote qui disait, par exemple, qu'il pense que lui, dans un futur proche, les gens vont retourner dans la sphère privée. Ne plus montrer sa vie à tout le monde. Il y avait un besoin, quand même. Il y a un espèce de... D'abord, j'ai l'impression que ce que tu disais, ce qu'on vit montre que les gens, et ça c'est la bonne nouvelle, ont envie de communiquer à tout prix, c'est-à-dire échanger, rester en lien, donc créer du lien, quelle que soit la situation d'enfermement dans laquelle on est chacun, chez soi, et que ça donne... donc c'est vrai que les réseaux sociaux, pour ça, c'est assez incroyable. Ce côté, on est connecté mais séparé, sans se voir, et ça c'est... Après, c'est aussi... parce que nous, on est entre les deux, en fait. On a connu sans et on connaît avec. Donc, c'est intéressant de... Non, ce qui est intéressant, c'est de voir l'usage qu'en font nos enfants. Voir aussi... C'est aussi n'importe quoi dans l'absolu. Enfin, ça peut être beaucoup de n'importe quoi, mais j'ai l'impression que c'est à la proportion de... Il y a autant de bêtises qui se disent sur les réseaux que de bêtises qui se disent dans la vie, quoi. C'est-à-dire que, malheureusement, ça rend pas les gens plus intelligents. Mais c'est une autre sphère d'échange et de communication. La bonne nouvelle, c'est que les gens ont envie de rester en contact à tout prix. Alors après, tu disais oui, ça t'oblige à... Je sais pas, vous avez vu Clubhouse? Vous êtes sur Clubhouse ou pas? J'ai trouvé ce truc fascinant. Alors tous les jours, 10 fois par jour, on t'envoie, t'as une notification en te disant est-ce que tu veux accueillir machin chez Clubhouse? C'est le truc. Voilà. Je sais pas si vous avez écouté des trucs sur Clubhouse. Moi, expliquer ce qu'est Clubhouse, c'est drôle. Ça, c'est drôle. Si, j'ai un pote qui m'en a parlé, mais j'ai pas été regarder encore. Moi, je suis quand même pas si jeune que ça. Hein. Je te rappelle que moi non plus. Que je suis super jeune. Voilà. Mais parce que moi, je suis complètement refait. C'est un principe de room, donc avec des gens qui choisissent un sujet et qui vont se parler. Voilà. Bon, coupe, parce que là, on n'a pas débranché les portables. Non, l'avantage, c'est qu'on peut mettre du portable. Après, je prendrai du rouge, d'ailleurs, s'il vous plaît. Dites des trucs vite, parce que... pardon, on est coupé Marie. Hein. Non, je sais plus ce que je disais sur Clubhouse. Les rooms, Non, mais c'est un truc hallucinant. Donc, le principe, c'est qu'il y a plein de pièces. Tu peux aller dans des pièces, puis tu discutes. Alors, je sais pas si tu as beaucoup de discussions. J'ai l'impression que ça discute beaucoup de ce que Clubhouse pourrait t'apporter. Comment ça marche, etc. Donc, tu n'as même plus...
c'est le mode d'emploi, mais en live, quoi. Donc, tu peux passer des heures à écouter des gens qui t'expliquent comment ça pourrait marcher. Je trouve pas ça hyper intéressant. La première fois que j'ai écouté ça, où tu parles, et puis quelqu'un peut te dire, et toi, tu penses quoi, quoi? Enfin, tu vois, dès l'instant où t'es dans la room, on peut et j'avais l'impression que quelqu'un était chez moi, quoi. Tu dis, merde, je suis habillée, tu vois, peut-être que j'aille me maquiller. Espèce D'ailleurs, moi, je suis à peine maquillé aujourd'hui pour le podcast. Oui, toi, je trouve que d'ailleurs, Je me maquille plus d'habitude, mais là, j'ai fait soft. Ah mais t'as raison, c'est un peu une intrusion personnelle. Quoi, et en même temps, alors t'es avec des gens, t'es chez toi avec des gens en train de discuter, puis ils peuvent te dire, bon et toi Marie, au fait tu penses quoi de... Alors, c'est très très étonnant. Et donc tu t'es pas brossé les dents, mais comment tu le sais? Tu te dis mais merde on me voit. Je sais pas trop quoi penser de ça dans le... Il y a toujours un effet de balancier, c'est ça qui est avantageux, ou en tout cas peut-être positif, c'est que dans la surréaction, une fois qu'on a goûté à la surréaction, au message immédiat, espèce de mesure du temps ultra instantané, il y a un besoin de mise en perspective, c'est ça qui est, pour un raconteur d'histoire, qui est toujours très agréable, c'est que à un moment, les gens, une fois qu'ils ont goûté à ça, qu'ils en sont saturés, ils ont envie de se réfugier, soit dans la sphère privée, soit dans une presse magazine qui prend plus de recul, ou qui ou dans une fiction, ou dans une fiction, dans une série qui serait totalement aboutie avec une histoire qui sait où elle va. Voilà, et c'est tout le truc génial avec les séries, c'est cette façon de prendre du temps avec les personnages. Bon, évidemment, moi j'ai regardé The Crown, etc. Mais je me dis, mais c'est fou comme on creuse les personnages, etc., etc. Comme on prend du temps. Et effectivement, l'effet, l'espèce de réaction à la surréaction, c'est précisément de prendre du temps, de reprendre, de creuser les personnages et de regoûter au plaisir de raconter des histoires sur le temps, comme ça se faisait avec Dumas, ou comme ça se faisait dans le petit journal avec le fameux Rocambole, ou le mec qui sort des trucs complètement... Mais on ira regarder sur Internet, tu sais, les gens ont Internet. Non, mais c'est-à-dire qu'effectivement, le faire en même temps. En plus. Les inventeurs de la série, c'est Dumas ou c'est Ponson du Terrail qui créait Rocambole dans le petit journal. C'est-à-dire qu'effectivement, on laissait les gens sur leur faim et puis ils achetaient le journal le lendemain matin pour savoir de quoi il s'agissait. C'est en boucle, on réinvente les choses, mais moi, ce que j'aime déjà. Je suis d'accord avec toi, ça c'est hyper juste. Après, il dit des choses hyper justes. Non, mais lui, c'est très intéressant. De toute façon, moi, j'écoute le podcast après. Là, c'est le déjeuner. Et ça, je me dis, putain, dis donc, François et Marie, ils sont hyper sympas. Putain, mais t'es con, t'aurais dû prendre leur numéro parce que c'est des gens passionnants. Tu devrais en faire tes amis. Vaut mieux avoir des amis comme ça que les autres du podcast d'avant. Ouais. Enfin, bon, bref. Non, mais je repensais à... Je suis très bistrot, moi, j'adore aller dans les bistrots. J'ai toujours aimé ça. Ça, c'était Paris avant que... Les gens qui écoutent n'ont pas connu, mais à l'époque, il y a quelques années de ça, il y avait des bistrots dans Paris, en fait, en bas de chez soi, on pouvait aller boire un verre ou manger, et discuter avec des gens, rigoler, et des gens souvent qu'on ne connaissait pas, on est au comptoir, et on discute. Donc, mais avec il paraît qu'il y avait un bar ou un comptoir. Oui, en fait, il y avait une sorte de planche en acier, sur lequel on pouvait poser des verres, et derrière quelqu'un, un autre humain, qui servait des boissons alcoolisées ou pas. Ah ouais. Et parfois même des tapas, c'était un truc en Espagne que faisaient des Espagnols, mais c'était il y a longtemps. Des petites portions de choses. On pouvait grignoter comme ça et après rentrer chez soi en étant plus heureux. On a du mal à imaginer. Oui, non, mais c'est même, ça paraît tellement abstrait ce que je dis que, bon, bref. Chacun imagine un peu ce que ça pouvait être. Moi, je l'ai vécu au début de ça, après pas longtemps, j'ai peu de souvenirs. Mais ce que j'aimais, c'est ça. C'est que tu pouvais être au bistrot, tu bois un coup et tu parles avec des gens que tu connais pas forcément ou un peu. De toute façon, c'est souvent les gens que du bistrot. Bizarrement, personne n'a le numéro de téléphone de l'autre parce qu'on se voyait là et on faisait un peu les conversations qu'il y a aujourd'hui sur les réseaux sociaux, mais en vrai, où chacun pouvait un peu donner parce que c'était la vanne, parce que tu bois un coup et que tu dis ah ben moi je suis pas d'accord, donc soit tu fais des vannes, soit t'es très sérieux et ça s'embrouillait un peu. Maintenant tu peux pas dire ça, maintenant. Et en fait. Le bistrot, bon ben voilà. C'est les réseaux sociaux maintenant. Ça se termine. Non mais voilà, comme disait, d'ailleurs c'est Blanche Gardin qui explique très bien ce système dans un de ses spectacles. Le système du bistrot, tu veux dire. Ouais. Le truc de ça fermait. Elle dit d'ailleurs dans un de ses spectacles, à un moment donné, le bistrot ça fermait. À minuit ça fermait et elle disait, enfin je vais le dire très mal, mais elle le dit très bien. Ah bah Michel, tu te souviens hier, t'étais super raciste, hein. De quoi? Bah oui, dis donc t'es pas allé de ma morte. Ah non, je suis un peu, bah oui, t'étais bourré hier. Bah ouais, non, bon. Hop, ça passe. On fermait à minuit. Et elle dit, bon, les réseaux sociaux, ça continue tout le temps, en permanence. Il y a moins de saveur aussi, hein. Je sais pas. Pas le contact quand même. Il n'y a aucun contact. Ouais. Bah oui, non, c'est pas. Moi, j'arrive pas. Moi, je dois être très, très âgé. Finalement, c'était comme sur les réseaux sociaux, mais comme c'était incarné, qu'il y avait une espèce de chair humaine et une tendresse humaine derrière tout ça, finalement, beaucoup de choses étaient excusables. Parce que on se disait, il avait bu un coup de trop, il avait bu un verre de trop, il s'est un peu laissé emporter, il disait des grosses conneries. Oui, mais t'arrivais à dialoguer. En fait, c'est ça. T'arrivais aussi à dialoguer et on pouvait dire, toi, machin qui a dérapé ou qui était nul ce soir-là parce qu'il était triste, parce que machin, parce que. Hop, on passait à autre chose.
et qu'aujourd'hui tout reste, tout est Est-ce qu'on figé est en train de et on dire s'embrouille c'était mieux vraiment. avant ou pas? Non, on n'est pas en train de dire que c'était mieux avant, mais que le contact physique quand même Bah, peut... justement, non, T'arrives mais- quand même à régler sur 50 histoires. Moi, d'après mes pronostics, moi je fais des pourcentages à un institut de sondage Ouais, mais personnel. c'est ça, j'allais dire, tu viens de l'institut de sondage, quoi. C'est un peu l'école institut de sondage. Sur un réseau social, en fait, les gens s'embrouillent, après ils se bloquent, ils se suppriment Ouais. et c'est terminé. C'est terrible. En fait, dans Bah, un c'est bistrot... là où ça rend le truc à la fois violent et puis que ça dérape. Non, mais ça peut servir, attention, pour plein d'autres choses. Moi, je suis pas du tout en train de dire pour... Ouais. Au contraire, ça informe, ça soulève des débats, c'est très intéressant, mais le contact, pour une autre catégorie de dialogue, en tout cas, qui ne sont pas une information cruciale où tu dénonces quelque chose de très grave, là, c'est important, en tout cas, d'avoir ce truc-là. Mais dans un bistrot, tu pouvais peut-être même devenir pote avec le mec avec qui tu Avec t'es qui tu embrouillé. t'es embrouillé, Et ouais, là, bien aujourd'hui, t'es à distance, c'est fini. Ouais, parce que l'écrit, c'est quand même autre chose. Et puis, quand t'avais un type, même si t'es pas d'accord, en face de toi, en chair et en os, humain, et puis avec toute l'ambiance du bistrot qui faisait qu'à la fin, quand même, on se réconciliait, c'est quand même hyper différent que plutôt que d'être derrière son petit écran, rageur, avec les doigts fébriles, en train de balancer des trucs super violents, et en se disant, de toute façon, j'ai un pseudo, ou de toute façon, à un moment, je peux couper court. C'est plus difficile dans la vraie vie de couper court, de dire à un mec tu m'emmerdes ou viens on sort, on va se battre, c'est une horreur. Alors que là c'est tellement facile quoi. Et sans que ce soit mieux avant, c'est vrai qu'il y a dans ces espaces d'échange, les choses à un moment s'arrêtaient, soit parce que le patron disait tout le monde dehors, soit parce que à un moment on trouvait que c'était un peu ridicule ou que ça allait un peu trop loin. Alors que là, c'est vrai que moi j'évite les débats sur les réseaux sociaux, même sur des trucs complètement anecdotiques, j'évite de commencer parce que en fait tu t'aperçois qu'il y a des gens qui ont beaucoup de temps et puis qui sont capables de t'entraîner dans une espèce de rhétorique sans fin ou de débat sans fin où on se comprend pas parce qu'en plus écrire, quand tu parles, il y a plus de nuances, tu vois les regards, tu vois, il y a une nuance dans le propos. Tandis que lorsque tu écris, parfois c'est pas interprété. On force le trait. Une vanne à l'écrit, mais c'est dur. Le rapport humain, ça tu peux pas. L'artichaut, L'artichaut, tu l'as pas. C'est un tu artichaut. l'as pas l'artichaut. Hein. Ah ouais, c'est beau. On aimerait bien savoir. Oui, c'est l'artichaut. C'est Hein. un artichaut. Pour le présenter, s'il vous plaît. Bien Ah ouais, sûr. S'il vous plaît. C'est la signature. Hein. Donc vous avez le cœur d'artichaut au centre, trois petits triangles qui sont cuits à la chaude, donc extrêmement moelleux. Il est entouré avec une moustine d'artichaut. Sur l'extérieur, c'est la gelée de sakura, donc fleur de cerisier. Le cœur d'artichaut il est parsemé de chips d'artichaut. Voilà, pour chercher l'originalité avec un petit peu de coriandre. Et ce que j'ai appliqué à la fin, c'est une barigoule, donc c'est un beurre au vin blanc qui est monté avec les feuilles de l'artichaut. Génial. Eh ben, Bon, c'est vraiment sur le produit, décrit de façon assez intéressante. quel programme. Écoute, j'ai pas déjeuné comme ça depuis. Ouaf. Non, mais de toute façon, vous ne mangerez pas ce soir. Hein. Enfin, moi, c'est c'est le des choses début. que Hein. je fais assez souvent. Oui, oui, mais toi, on personnellement. sait. Ça, ouais. C'est assez Voilà. technique comme ça a Non, l'air mais un peu l'artichaut. technique, mais c'est assez facile à faire. Non, mais c'est génial. Non, mais là, C'est c'est génial. fou. Ça a C'est tombé. fou ce qu'ils font. C'est Non, mais c'est des sublime. malades, de toute façon, C'est ici. des- Moi, c'est pour ça que je viens Non, pas c'est hyper souvent. bon. Parce que c'est des malades. C'est dangereux en fait. Hyper bon. Rentrer chez Après, soi c'est et sûr faire que tu un vas au autre- McDo, t'es déçu. Hein. Ouais. Juste après ça. Ah bah hein. automatiquement c'est autre chose. Hein. T'enchaînes sur, Non, c'est hyper bon. t'enchaînes sur le McDo d'Aubervilliers, tu dis bon bah ouais, je sais pas, on m'avait dit oui, le McDo d'Aubervilliers, c'est vachement sympa et tout. Mais après, c'est pas à niveau. Non, Hein. c'est pas pareil. Les mecs, le chef là-bas, après ça fait difficile de critiquer le chef du McDo d'Aubervilliers, mais tu vois, parce que t'as chef et chef, mais ça fait tout de suite le mec qui critique. Ouais. C'est pas le cas, mais Mais- c'est vrai qu'on n'est pas sur le C'est pas pareil. même pareil. taf. Ouais, tout à fait. Il y en a qui travaillent en amont, et puis il y en a un qui arrive 5 minutes avant, quoi. C'est dingue de Mais faire tout des dans la trucs- friteuse. De faire des trucs pareils, c'est complètement fou. En fait. Non, là, c'est fou, là. Là, on est dans du Waf. haut niveau. Hein. Tu vois, au lieu d'écrire, au lieu de raconter des... Enfin, en fait, c'est ça qu'il Oui. faut faire. Tu vois. Mais le mieux, c'est même de manger, de pas se Mais parler. ouais. Oui, c'est ça. Mais il raconte des histoires là aussi. Ouais. Ah oui. Ouais, Tu vois, plein de trucs. C'est vrai. Non, mais tu sais que ce que tu disais tout à l'heure, je sais plus ce que tu disais, mais ça avait l'air intéressant. Jean-Paul. C'est Jean-Paul, oui. Jean-Paul et Christiane. Personne n'a jamais voulu lui dire, bon, il s'était trompé dans les prénoms, il croyait qu'elle était postière, et lui était jockey, ils ont continué le podcast comme ça, il a répondu sur le cheval, elle a répondu sur la poste, et ils ont fini, voilà, après on l'a plus jamais revu, il a arrêté son podcast, il l'a arrêté dans un C'était état gênant, pas mais- possible. Non, c'est des gens que, moi c'est quelqu'un que je revois plus, il a vraiment fait un burn-out ce jour-là, dans ce podcast-là. Et là, ça a été terrible, c'est horrible, non, c'est horrible. Et ils ont été tellement gentils à raconter des anecdotes sur les timbres, la collection Tintin, elle regardait sur Internet, sur son téléphone, et lui, qui avait gagné Longchamp et le Grand Prix d'Amérique, avec Fiséal de Saint-James, Dans la quatrième. sa jument.
Non, ça a été fou, mais bon, lui, on n'a plus de nouvelles. Je crois qu'il est même plus comédien. On dit qu'il était pizzaiolo en Corse ou DJ pour un ami qui lui donne à bouffer, mais c'est vraiment... Non, Testo, ça a été un vrai problème. C'est quelqu'un que... Ce jour-là, c'est marrant. Ouais, c'est ce jour-là. C'est après l'artichaut, il est parti en couille. Complet. L'artichaut était tellement bon, lui, c'est des souvenirs de la cantine horrible. Enfin bref, en tout cas, tout ça pour dire que... En plus, j'avais un truc super intéressant. Ouais. Oui, le c'était mieux avant. Non, c'était Marie. Non. Moi, d'ailleurs, j'en avais fait un sketch dans mon spectacle que je vous invite à découvrir en VOD à 4,99 €. Franchement, c'est raisonnable. Louez-le, parce que moi, ça me fera pas d'argent, mais ça me fera juste un petit peu de... Si, peut-être des droits, enfin, je sais pas. Enfin, bref. Il y avait, avec Brigitte Tanguy, avec qui j'ai écrit mon spectacle, on avait rigolé là-dessus, justement, sur c'était mieux avant, et je fais un sketch sur le Moyen-Âge, où je fais le parallèle entre maintenant et avant, et je dis, bah non, c'est pas mieux avant, quand tu étais comédien au Moyen-Âge, je raconte toute la vie, comédien au Moyen-Âge, l'espérance de vie, 26 ans, enfin, c'est horrible. Donc, je vous invite à regarder ce sketch que je ne vais pas refaire, parce que c'est vrai qu'il est très drôle. Alors là, je m'auto-congratule, mais je nous auto-congratule, parce qu'on était deux sur l'histoire. Et c'est vrai qu'en fait, c'était pas mieux avant. Et souvent, on oublie ça, et il y avait un mec qui est bouddhiste, je crois qu'on voyait souvent à la télé, qui était invité dans une émission, ça me fait penser à ça. Il disait, mais non, mais vous pouvez pas vous imaginer. À l'époque, à Paris, il y avait ci, il y avait ça, il y avait tant de problèmes par jour. Et ben, évidemment qu'on n'imagine pas au Moyen-Âge. Moi, je l'avais fait en sketch, mais tu te dis, la vie aujourd'hui, en fait, c'est fou de dire ça, mais on vit 1000 fois mieux qu'avant, évidemment, en fait. Et ça nous paraît à chaque fois, à chacun son époque, mais... Oui, mais sans remonter jusqu'au Moyen-Âge, non, mais je pense on passe notre temps à se dire tout, en fait, à la fois à se plaindre de ce qu'on vit aujourd'hui, et c'est bien aussi de se plaindre, on est vivant. En se disant que c'était... Oui. Heureusement qu'on se plaint. Que se plaindre, c'est être vivant, ouais. Je sais pas, non. Peut-être. Là, en ce moment, le contexte est un peu propice à une forme. Non. Ah, non plus. 2 étoiles, voilà, c'est pas 3 étoiles. Ouais, c'est ça que je veux dire. Pardon. Mais en même temps, moi, quand je vois, en ce moment, je pense qu'on est peut-être un peu plus sensible, en tout cas perméable à une forme de nostalgie, parce que c'est vrai que l'autre jour, je regardais le fameux François, Vincent, Paul et les autres. Ah, c'est drôle que tu parles de ça, je l'ai revu samedi dernier. T'as quand même un petit frisson, un petit pincement, pardon, mais alors pour le coup de nostalgie, parce que les mecs arrivent en clopant, ils arrêtent pas de cloper, ils font la course de bagnole, ils font la course de bagnole, à fond la caisse, ils se retrouvent. Et forcément, tu dis, il y avait quand même du grain, il y avait quand même de la chair. Enfin, pour le coup, il ne faudrait pas perdre ça, quoi. Parce que, voilà, en fait. Parce que le Moyen-Âge, c'est il y a très longtemps quand même, hein, on est d'accord. Marie, c'est une très bonne remarque. C'était histoire de faire de la promo pour mon spectacle. C'est un peu dégueulasse. C'est vrai que c'est pas clean comme attitude. Non, mais d'ailleurs, moi, j'avais été en vacances au Monténégro et j'avais ressenti ça. Non, là, il y avait pas... Oui, j'étais en vacances. En 1432, j'étais en vacances... Non, mais il y a 2 ans, j'étais au Monténégro. J'avais eu ce sentiment de mec qui faisait du parachute ascensionnel, était près des rochers, les gens se prenaient en photo, il n'y avait pas de garde au corps. Je me disais, mais là, il tombe de la falaise, c'est 20 mètres. Oui, ils n'avaient pas peur, ils se prenaient en photo, en selfie comme ça. Le mec en jet ski qui passe à 50 nœuds, donc, enfin à 100 km/h, juste au bord de la plage. Tu passes près d'une autre plage, cette plage-là, tu peux pas y aller, c'est elle est privée, faut payer. Toi, il n'y a pas ça. Nous, tu as quand même le... au Monténégro, tu avais un peu ce truc un peu de années 80. Ouais. Et que moi, j'ai vachement aimé... Voilà, on en avait parlé, je me souviens. Où t'as le truc... Pourquoi t'as vachement aimé? Tu trouvais que c'était plus simple? Non, parce qu'il y a encore ce truc-là de Vincent, Paul et les autres. Ben, c'est-à-dire que c'était un peu plus sauvage, un peu balisé. Moi, une fois, je suis allé à la pointe du Raz, et je me dis, je vais arriver, il va y avoir une pointe, c'est le bout du bout, etc. Il n'y aura rien. Il y a un collier en diamant. Il y aura au moins un rat, alors, quoi. Tu vois, quelque chose. Comment tu vas? En train de fumer une costard blanc. Tu vois, quelque chose, quoi. C'est la Corse. Quoi? Mais non, je suis à la pointe du Rhin. Ouais, ferme ta gueule. Je te dis, c'est la Corse ici. T'as compris? Bon, qu'est-ce que tu viens de faire? Non, mais je vous jure que c'est pas la Corse ici. Tais-toi, tu es pas au courant. C'est moi la pointe du Rhin. Je suis le rat de la pointe. Bon, qu'est-ce que tu veux? Allez, dépêche-toi parce que je dois manger à la maison. Un cauchemar. Ça devient n'importe quoi. Je fais des accents. Eh ben, j'ai été le mec qui essaie de continuer son histoire avec le Oui, donc t'étais à la pointe du Rhin. J'étais à la pointe du Rhin. Et là, donc tu parlais tout seul, tu parlais de la pointe du Rhin. Tu te fous en slip. Mais je me souviens, je pensais que c'était un endroit complètement sauvage, que je serais seul devant l'immensité, etc.
battu par le vent, etc. Tu vois, tel Chateaubriand avec les cheveux qui volent. Pas du tout. Il y avait des bâtiments partout, des autocars dans tous les sens. On nous expliquait qu'il fallait prendre ce chemin, aller là, profiter de la vue à tel endroit, repartir. Je me suis dit, mais merde, c'est ça la Pointe du Raz, c'est pas drôle. Moi, je pensais que c'était quelque chose, je sais pas, qu'il y avait un peu de gueule, un peu de sauvagerie. Tu vois, c'est ça. Je comprends ce que tu dis avec le Monténégro, parce que il y a ce truc où tu peux effectivement, si tu rates ton chemin, tu peux tomber, tu peux faire 20 mètres dans cette petite tu peux tomber d'une falaise qui est toujours assez agréable. Ouais, c'est ça. Savoir que c'est possible, quoi. Moi, ça m'est arrivé en Italie une fois. Je regardais un truc et j'ai fait un mauvais pas. Et j'ai vraiment été retenu par les branches et par quelqu'un qui m'a retenu parce que j'allais tomber comme un caillou, quoi. Bon, je dis pas que c'est super, mais c'est le truc qui part complètement. Mais je trouvais que ça avait un peu ça avait, je sais pas, de l'authenticité, on va dire, voilà. Mais bon, j'avais aucune envie de tomber, hein, je vous rassure tout de suite. Voilà. Ça me fait penser à un parallèle sur des gens qui arrivent dans des bateaux de 3000 places, des bateaux de croisière qu'on a laissés venir avant le confinement et tout. Les gens pouvaient aller à Venise dans des bateaux. Ils disaient, regardez là-bas, c'est Venise, c'est le Palazzo, ils ont fait le truc avec un bal costumé, avec des jumelles, ils regardent de loin et c'est fini. C'est terminé. Voilà. Et les gens après disent, ah oui, on était à Venise, c'était magnifique. Mais non, t'es resté sur ton yacht qui devrait être enfin c'est même pas un yacht là, c'est un bateau de croisière énorme qui devrait être interdit, un paquebot. Totalement interdit. T'es à 300 mètres, t'as pris une photo, mais t'es jamais allé en vrai aussi. Il y a aussi ce truc-là. Ah oui. C'est par procuration. Moi, je suis assez remonté contre les gros Costa Concordia, là, les machins comme ça, surtout à Venise, parce que ça crée des dégâts. Je pense que voilà, il y aura un avant, un après, et que ça, on va. Mais que justement. Je sais pas. Tu crois qu'ils vont laisser revenir là ? Je crois vraiment qu'ils vont pas les laisser revenir. Ouais, d'abord, il y a eu effectivement une contamination. Il y a eu un bateau. Ça, c'est un sujet de film aussi. Ce bateau qui est resté. Allons-y, ouais. Après, bon, ça sera l'objet d'un autre déjeuner. Mais ça fait 2 films déjà. Ouais, c'est beaucoup de films. Il y a un bateau qui est resté. Les types étaient confinés sur le bateau parce qu'ils ne pouvaient plus sortir, etc. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des villes flottantes monstrueuses qui sont hors normes, etc. Quand ça arrive à Venise, c'est totalement disproportionné. Ça crée des vagues, ça crée de l'érosion, ça détruit, ça crée des mouvements d'eau qui viennent battre contre les structures de Venise. Pour moi, ça, c'est vraiment le symbole même de ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est vivre les choses par procuration, de loin avec des jumelles. Je sais bien que c'est sans doute très démocratisé, etc. Mais pour le coup, ça fait plus de mal à beaucoup de choses que... Ouais. Enfin, de ça, là pour à le coup, penser que ça va s'arrêter. Je suis pas sûr que ça s'arrêtera. Tu penses que ça va reprendre fois 1000 ? La vie comme on l'a connue avant, je sais pas... Mais c'est une vraie question, d'ailleurs. Non, mais est-ce que ça va faire changer tout ce qui se passe aujourd'hui ? Est-ce que ça va faire changer les mentalités ? Est-ce que Non, je sais pas, oui. François. En tout cas, on kiffe plus le moment présent. Non, mais j'ai peur. Chacun se rend compte que dire, c'est génial. Ah, une fleur. T'as vu, c'est un coquelicot. C'est ça, il y a un peu ça. Un coquelicot, mais où ça ? Dingue. Bon, j'ai peur de dire des trucs un peu à la Knack Hierta, ne passons pas à côté des choses simples, mais ça a peut-être fait mesurer. Ça, c'est ça que le mec, ça y est, il est rattrapé par son naturel. De chercher un comédien ou un réalisateur pour la prochaine pub. Non, mais les gens avant étaient peut-être dans une sorte de fuite en avant. Fallait toujours aller plus loin, mieux pour goûter le plaisir, aller dans des pays incroyables. Il y a les gens, moi, ce qui me fait marrer, c'est que ils ont découvert que tout à coup, la Lozère c'était super beau, que les Causses c'était super beau, que le plateau des Mille Vaches c'était super beau, et qu'on n'était pas obligé d'aller forcément aux Seychelles pour voir des belles choses. C'est-à-dire que d'ailleurs, il n'y a pas vraiment 1000 vaches sur le plateau. Ouais, on a compté, là aussi, c'est une grosse imposture. Non, mais t'as raison. C'est qu'à côté de chez soi, en fait, ça peut être... Et alors, peut-être que c'est ce truc, moi, qui me fait plaisir, en tout cas, parce que j'essaie toujours de trouver un peu de positif dans tout ce marasme, c'est de me dire, mais en fait, les gens redécouvrent des choses, en tout cas, mesurent à quel point c'était sympa d'aller sur des terrasses, d'aller bouffer dehors, etc. Peut-être qu'ils s'en rendaient même plus compte à quel point c'était sympa. Aujourd'hui, on a tous envie d'être juste sur une terrasse à regarder les gens passer et à boire un coup, quoi. Donc c'est pas mal de mesurer au moins, sans faire le côté plaisir simple, mais au moins de mesurer à quel point c'était hyper cool d'avoir tout ça à portée de main et qui n'étaient pas des plaisirs sophistiqués, qui sont des plaisirs ça te donne la valeur des choses assez simples. Boire une bière sur une terrasse, c'est pas réservé à une élite, c'est a priori accessible à plein de monde. Et tu te dis, c'était quand même vachement bien, parce que maintenant, tu passes dans des rues, tu vois des stores baissés, c'est un peu tristoun, quoi. Et je vois plein de gens qui ont découvert. Moi, je suis comme toi, je me dis, tiens, j'ai improvisé des vacances à Noël ou à la Toussaint en me disant, tiens, il y a des régions en France que je connais pas du tout. J'ai rempli le coffre et je suis parti découvrir des endroits que je connaissais pas du tout. C'était vraiment pas compliqué.
Et ben, je me suis dit, putain, mais c'est vachement beau. Alors, non pas que j'ai voyagé dans le monde entier, mais j'ai plus besoin tout à coup d'aller forcément chercher plus loin dans une sorte de fuite en avant un peu vaine. Le mieux, le plus beau, le plus extraordinaire. Je me suis aperçu que plein de choses étaient à portée de main. Et puis voilà, putain, c'est... Après, ce qui est... Non, c'est mais émouvant, moi, c'est j'en beau. ai- Non, c'est... Oui, je vois que t'as les larmes aux yeux. Et c'est souvent dans le podcast, à cette heure-là, il y a les gens... une sorte de... Tout remonte, hein. C'est un peu... c'est un podcast de confidence. Un moment de grâce. Je suis un peu la Mireille Dumas du podcast, parce que les gens... Enfin, pour ceux qu'on connu, hein. Voilà, où vraiment... Moi, c'est vraiment... J'ai envie de savoir la vie privée des gens. J'ai été invité par tes Mireille problèmes. Dumas, moi. Ouais. T'as été? C'est vrai? Mais alors pourquoi? Je vous promets que c'est vrai. Parce que normalement, il fallait avoir Mireille beaucoup de Dumas, problèmes aucun quand même. rapport J'avais avec pas mal Alexandre d'emmerdes. Dumas, Ah d'ailleurs. ouais. Avec les Trois Mousquetaires, aucun Sur le rapport. livre Les Papas du Dimanche, où effectivement j'avais une grosse histoire à sortir, j'étais invité, j'étais avec Sylvia Christel. Ah oui, Emmanuel. Ouais, absolument. Ouais, et douée sur en le même plateau temps, de... Mireille Oui. Dumas, hein, parce que je fais la vanne, mais t'es douée Tu sais, dans son t'arrives, tu exercice, te hein. méfies pas trop, et elle te... Ah oui, ça c'est fort d'arriver Mais on à... dira bientôt la même chose de Monsieur Testo. De toute façon, on l'appelle Ouais. le nouveau Mireille Dumas, hein, de toute façon. Enfin, moi, on m'appelle la grosse Mireille, parce que par rapport à mes problèmes de poids. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'ai des vrais problèmes de poids. Mais... Non, Ça, j'en parlerai dans un autre podcast qui s'appelle On maigrit et vite avec le gros Fredo. C'est un autre podcast que je prépare. C'est en 30 jours, voilà, on perd 30 kilos. 1 kilo par jour. Mais ça, c'est un autre c'est pas truc, ici. c'est un autre projet, je vous en C'est pas parlerai. ici, Ça sera ouais. pas ici. Non, avec une cuisine toute simple, effectivement. Alors, non, mais Ici, on ça- grossit pas. Hein. On a envie de savoir pourquoi il était Alors allé pourquoi chez Mireille Dumas. pourquoi t'étais chez Mireille Dumas? T'as envie d'en parler ou peut-être pas? Il y avait Jolivet, il y Ouais. avait, je me souviens des invités, il y avait Sylvia Christel, effectivement, c'était Dans son fauteuil d'osier, donc pour ceux qui quasiment ont vu avec son Emmanuel. fauteuil d'osier, etc. Et il y avait, je sais plus tel ou tel personnage, mais en tout cas, c'était, je me souviens qu'elle avait réussi à... Alors j'étais arrivé, non, on parle pas de ça, et en fait, non, c'était une histoire de rupture très compliquée, Ouais, d'accord. et qui était en fait, c'était une rupture qui avait été occasionnée par quelqu'un de très proche, en fait, donc effectivement, c'était intéressant. Voilà, Oui, par rapport à ton livre. voilà Un de tes exactement. livres. Exactement. D'accord. Donc, et tu te dis, non, mais ça, non, on n'en parle pas. Et en fait, elle t'amène. Non, elle était, franchement, bien bonne sûr. pro. Hein. Franchement, rien à faire. Oui, t'es fort. Et j'étais sorti complètement vidé de cette histoire, complètement épuisé. Ah oui, non, c'est pas le but de ce podcast. hein. Ouais, non. On peut parler de, je sais Ouais, pas, Santé de Bonheur. canettes. Santé Bonheur. Écoutez, goûtons. Qu'est-ce que c'est que ça Ça va être très bon. Hein. Je sais pas ce que c'est de la canette, non? Hyper bon. C'est très léger. Du magret, oui. Ou du magret, ouais. J'avais oublié ce que c'était que de bien déjeuner quand c'était très bon. Là, je Ça, me c'est fais un- fou, Ça de la- froid, ça fait... Ah oui, c'est non, bon, bah là, quoi. il y a du très Ouais. haut niveau. Non, mais ça n'existe plus, ce... Et Marie, toi, ta boîte, ça va? Écoute, j'ai monté cette boîte il y a 2 ans. J'ai tourné un film l'année dernière, une comédie qui était adaptée d'un truc que j'avais vu sur Netflix, qui s'appelle I Feel Pretty, avec Amy Schumer. Histoire d'une fille qui se trouve grosse et moche, et Ah qui bah un tiens, jour prend un coup comme sur la moi. tête et... J'ai failli te demander, tu vois, tu vois. Et la fille prend un coup sur la tête, et quand elle se relève, elle se voit dans le corps d'une bombe. Et, Ouais, c'est très drôle. et comme son regard sur elle change, Mais j'ai vu. le regard des autres vu ça. change sur elle, et voilà. Et J'ai vu ce truc. quand j'ai vu ce film, j'étais dans un train, c'était avant même que je monte la boîte, et j'ai trouvé que c'était, j'ai trouvé ça génial en fait, génial parce que tellement universel, parce que tu sois moche ou pas, grosse ou pas, tu vois, ça veut rien dire en fait, et que chacun pouvait se reconnaître là-dedans en fait, dans ce truc de, en fonction de l'image que tu as de toi-même, ce que tu dégages et ça. Et j'ai proposé ce film à TF1 et en fait, j'ai monté la boîte. Et au moment où j'ai monté la boîte, ils m'ont dit oui sur ce film. Donc on a tourné ce film l'année dernière. On a fini le tournage la veille du confinement. On l'a tourné avec c'est Anne de Petrini qui a réalisé, Joséphine Draille qui joue le rôle d'Amy Schumer. Le film est super. Voilà, donc j'ai fait ça. Et puis on vient de finir un 6 x 52 minutes pour TF1. C'est un thriller avec Arnaud Ducret et Audrey Fleurot. C'est super. On a tourné à Collioure. Et Audrey Fleurot? Oh là là. Sublime. Et Arnaud, mais c'est un peu comme Fred, c'est vrai que c'est un acteur avant d'être un amuseur. Donc, Ouais, et il vrai, est pas formidable mal de trucs. dans un rôle dramatique parce qu'en fait, voilà, il est super. Je suis en post-prod. Le mec doit être sympa en plus. Ouais. Hyper sympa, vraiment hyper sympa. Puis écoute, c'était un tournage particulier parce que tourner en ce moment, c'est comme vivre en ce moment. C'est-à-dire que tout est spécial, quoi. C'est-à-dire on tournait à Collioure en hiver, on s'était dit ça va être génial parce que t'as pas de resto, t'as pas de vie, enfin tu vois c'est Ouais, compliqué au final, quoi. ouais. Ce que t'imposes en même temps, il vaut mieux sans doute être à Collioure qu'à Paris. Ouais. Mais c'est compliqué pour ce qu'on impose aux gens. En même temps déjà ils bossent. Non mais c'est super, on travaille sur la saison 2 puis j'ai 15 projets en développement, tu vois. Donc Paf. ouais.
Puis nous, c'est un peu professionnel, on essaie de... Je sais, c'est On aussi- est sur un truc un peu tout grand. Non, mais c'est ce qui est marrant dans ce métier, c'est dès l'instant où il y a une idée, un truc qui te paraît, tu vois, j'ai pris les droits de livre, tout est possible en fait à ce stade. Tu rends possible les choses. En fait, un producteur, ça fait pas grand-chose, hein, si ce n'est de faire le lien entre ce qui est potentiellement une idée qui peut devenir quelque chose, tu vois, et d'arriver à faire ce pont et de donner les moyens aux gens qui savent faire, de fabriquer pour des gens qui mais c'est peuvent ça, acheter, quoi. Enfin, tu vois, c'est assez excitant de se dire, parfois, je lis un livre et puis je me dis, ça ferait un film génial, puis tu te dis, tiens, je prends les droits. Il y a plein de choses possibles, en fait, d'histoires à raconter sous toutes leurs formes, voilà, c'est rigolo. Aujourd'hui, on est tous vachement consommateurs à fond, donc on voit de plus en plus de choses. En racontant des histoires, tu démultiplies tes vies, tu as plusieurs vies en même temps, mais en fait, je pense que le monde dans lequel on vit aujourd'hui, j'ai toujours pensé que l'individu est assez basique. On est les mêmes que nos grands-parents. Tu disais, les bonnes histoires, elles sont toujours les mêmes. Tu vois, aujourd'hui, Alexandre Dumas, on n'a rien inventé aujourd'hui. Les bonnes séries, elles font toujours appel aux mêmes mécaniques, les sentiments que ça vient réveiller chez toi, etc. Donc on est toujours sur les mêmes... Ce qui est différent aujourd'hui, c'est les moyens qu'on a à notre disposition pour être touchés, que ce soit... par un livre que tu as dans une librairie, mais tout d'un coup, tu as sur ton smartphone, tu peux lire un livre, tu as tous les magazines, tu as toutes les histoires, et puis tout d'un coup, tu peux voir toutes les séries. Donc, tu es abreuvé, puis tout d'un coup, tu es en lien avec des gens sur moult réseaux sociaux. Ouais, et etc. les gens Donc, sont plus au courant aussi. ils sont... Donc, oui, ils parce que c'est plus simple. Ouais, mais donc du coup, t'as plein de gens qui auraient loupé des choses à une certaine époque, enfin il y a quelques temps même, mais genre il y a 5 ans. Ils auraient loupé un truc, aujourd'hui ils ne loupent pas un téléfilm ou une série ou un film. Et ça c'est l'utilité géniale pour tous les âges, en plus que chaque réseau social correspond quand même à des âges de gens différents. Et ils vont dire, ah bah tiens, mardi je peux voir ça, mais sinon au pire de toute façon je le verrai en replay. Et au pire j'ai un rappel aussi. Il y a une souplesse dans tout ça qui fait que tu as accès plus facilement aux choses, donc tu en vois plus. Ouais. C'est vrai que t'as pas besoin d'être à 21h devant ta télé pour voir la série Exactement. de machin et que tu peux la voir à un autre moment, ce qui te permet de... Oui, voilà, si t'es là, tu le regardes et ça Donc en fait, t'en vois 2 dans la soirée parce que tu choisis ce que... Enfin voilà, donc... ouais, mais ça c'est fou. Donc peut-être que t'es plus maître de ton... Non, mais tu te fais ton l'objet. programme à la Ouais, carte, tu fais ton programme. t'es vachement au courant des choses beaucoup plus facilement qu'avant. Mais t'as accès à plein de choses. Alors, moi, pour être encore plus maître des choses, je me suis auto-censuré. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai un vieux téléphone Sagem qui date des, ça, c'est des années 90. de dealer. Hein. Exactement, qui est Tu jettes, rouge. C'est un dans truc... Narcos, ton ouais. téléphone, ils enlèvent la puce et ils le jettent. C'est un truc de dealer. Et en fait, tu m'as envoyé un MMS tout à l'heure, je ne pouvais pas le lire en fait. C'est-à-dire qu'en Oui, fait, parce que t'as acheté, t'es allé chercher un autre téléphone. Ouais. Du coup, j'ai eu tout. Non, mais en fait, moi, je me suis auto-censuré. Mais pourquoi Mais Ah oui, pourquoi putain, je t'ai envoyé. Ah oui. Parce qu'en fait, j'ai oublié ça. il y a un Alors. tel flux Donc, t'as peur. d'informations, Donc, tu te de protèges. choses. En fait, je Bah, c'est un regarde, peu il comme mange on- par terre. Hein. on s'a- Il est oui, pas assis à table il y a avec ce nous. côté- Là, il a pas d'assiette. ce Il mange côté dans les rarement mains. qui est très sympa. Et après, pourquoi pas hein. Non mais Non, mais ça, c'est marrant. si c'est C'est-à-dire qu'en En fait, tu refuses. Sauf que je suis obligé. Sors du placard, putain. François. Et ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire qu'en fait, même si... Moi, j'avais écrit un bouquin qui s'appelait Le Réveil du cœur, et dans le personnage central, c'était un mec qui s'appelait Le Vieux, et qui roulait en 203, et qui refusait la modernité. Parce Oui, que la d'ailleurs, modernité faut parler l'envahissait, de ça. ça le saoulait. Là encore, c'était pas dire... C'était mieux avant, simplement, lui, il voulait résister à une forme d'envahissement du flux permanent d'informations, etc., etc. Et donc, moi, un peu comme on s'interdit de casino, je me suis interdit de technologie, sauf que je suis en train de m'apercevoir que je ne peux plus résister parce que on m'envoie des choses que je ne peux plus ouvrir et que si je suis dans mon époque, je peux simplement pas avoir une technologie qui n'accueille pas certaines choses. Donc, pour continuer à bouquiner justement dans le métro avec des vrais livres, avec des reliures et du papier, j'ai un vieux téléphone parce que je sais qu'autrement je serais à l'affût du nouveau mail, du nouveau truc, de la nouvelle série, du nouveau jeu, etc. Du coup, je me suis vraiment, comme Sagan qui s'interdisait de casino, je me suis interdit de technologie. Ça m'allait bien, sauf qu'aujourd'hui, je suis en train de m'apercevoir que je ne peux plus vivre comme ça. Ce que je trouve hyper C'est-à-dire intéressant, qu'on m'impose ça. T'as peur de quoi? De perdre D'être le dépendant. contrôle? De perdre le contrôle, d'être dépendant, d'être malgré moi à l'affût de nouvelles séries, de nouveaux jeux, etc., etc. Et finalement, de plus être maître de mon temps. Ouais, de perdre le contrôle. Voilà. C'est plus toi Sauf qui... que dès lors que tu as un pied dans cette société, que tu es, sauf à être au fin fond d'une forêt et à vivre vraiment de façon complètement marginale, tu ne peux pas résister à cette technologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par mon métier, le fait que je dois gagner ma vie, etc.,
je suis obligé d'avoir une technologie qui soit adéquate. En fait, ce qui te fait peur, c'est toi. T'as peur de ne pas Ouais. pouvoir résister. Oui, d'une certaine façon, que- oui. Allez, quand tu nous parles, pose ce couteau-là, François. Mets le couteau à côté. Voilà, on va lui enlever. Merci, madame. Vous lui enlevez le Tu couteau. nous fais peur, là. Mais non, Vas-y, François. non, je vous promets, tout va Parce très que bien. c'est quand même de l'audio. Donc les gens sont Je te un dis, peu... pour moi, c'est de l'interdiction, c'est interdiction de casino. Dans le métro, j'ai pas envie d'être Non, mais débordé par les informations, Tu donc je lis mon pourrais livre. être débordé puis choisir Ouais, de je pas y pourrais. aller. Oui. Ouais. Mais t'as c'est parce peur que je me de connais ta- trop. J'ai voilà. peur, Donc j'ai c'est- peur en de fait, ma c'est un propre comportement dépendance. T'as d'addict. peur de déraper. Oui, parce que je sais que je suis un excessif et que si je mets le mais main ça, dans le truc, ça va être mais je terminé. comprends. Donc je me force à avoir un bouquin imprimé dans le métro, comme quand Moi, il y j'ai fait avait le même truc avec David Bowie, où j'ai dit, allez, écoute, David, à l'époque, moi, j'arrête les roues. Et j'ai arrêté. Moi, j'avais 6 ans. Hein. Donc, tu vois, j'étais jeune. Mais Elie me dit, bah, je comprends, parce que de toute façon, à ton âge, déjà, je sais même pas comment encore t'es encore là. Et j'ai réussi à stopper à temps. Et t'avais un bebop à l'époque, c'est C'est sympa temps, les là, j'ai raison bebop. en même temps. Non, on n'avait même pas ça, on avait des talkie-walkie. Talkie-walkie. On se parlait le truc d'endroit en Ouais, endroit. vachement bien. Pour Mais te David dire. était très comme ça aussi, ça c'était. Toi, Marie, t'es entre deux. T'es un peu comme moi, on est entre deux. Non, mais Non, moi j'ai du mal à. On suit quand même le mouvement. Oui, la mais- curiosité mais fait parce- que. ouais. Non, la curiosité. Après, toutes est question de. C'est pour ça que je te disais, ce dont tu as peur, c'est d'être. C'est de perdre le contrôle. C'est-à-dire que c'est tout- Mais c'est tout l'enjeu. C'est à quel moment. Tu vois, Ouais. c'est toujours l'excès. En fait, ça te remet dans c'est des ça. situations de. C'est Toujours flippant, hein. comment toi tu te positionnes là-dedans. Est-ce qu'il faut. Comment tu cohabites avec le monde dans lequel tu vis, en fait. Et puis je me donne le temps pour Très belle m'ennuyer. phrase. C'est Ouais. une très belle phrase. Il y a un enchaînement de belles phrases Ah entre non, mais vous là, deux, ça va très très vite. On est tout à coup, je sais pas, peut-être Ouais. porté par quelque chose, une sorte de grâce. Il y a. La technologie d'aujourd'hui te permet aussi de Bien bloquer sûr. tout ce que tu veux pas, de te gérer. Je suis entièrement d'accord. Après, c'est toi. Non, mais et c'est elle te vrai. dit même, vous avez passé 1h50 aujourd'hui sur... Ça, c'est horrible. Ouais, mais donc ça te gère. Tu vois, on en revient au Ah, même mais moi, truc. je suis un c'est excessif. La peur de perdre le contrôle. Je suis quoi. un excessif, C'est-à-dire comment donc je tu- sais que je vais perdre le contrôle. On est Je tous me suis des toujours empêché excessifs. de fumer parce que j'avais exactement Ouais, mais peur je de la même comprends, chose. mais Et on en a même tous, temps, oui. non, mais il y a le côté négatif et il y a le côté positif où tu plonges sur Internet, sur Instagram, ce que tu veux, des réseaux sociaux aujourd'hui, hop, et d'un coup, tu vas... Et tu pars pendant 1h30, par exemple. En vrai, Ça il y a- empêche les gens il y a de se du droguer. temps. Mais après, il y a des gens qui s'en servent avec beaucoup de dextérité. Et Moi, je voilà. trouve que c'est intéressant par rapport... Oui, Mais c'est intéressant parce que ça fait partie du monde dans lequel on vit. C'est pas- ouais. En fait, je trouve toujours que la bonne attitude par rapport à ça, si on y arrive, mais c'est d'avoir accès à tout et de savoir le gérer. tu vois, Ouais. sans que ça empiète sur... Voilà, mais c'est pas simple. Après, c'est Mais toujours je pareil, pense on que se tu dit, arriveras nous- à le gérer. Ouais, Oui, ouais, je je pense aussi. Ouais. Puis surtout, tu vas voir que c'est très vite... Non, Mais là, et je pense j'ai une qu'à sorte de l'inverse, je réticence, pense que c'est c'est, pour quelqu'un comme François, Oui. c'est très inspirant, putain. Ce qui est intéressant, ce qui est formidable, c'est d'avoir accès au maximum de choses. Et puis la réalité, c'est qu'il n'y a pas forcément plein de choses qui t'intéressent et qui sont intéressantes et d'arriver à faire le tri. Mais Ouais, ce que tu exactement. racontes, c'est comment tu te positionnes par rapport à ça. Est-ce que tu t'empêches parce que tu anticipes ton addiction et que du coup tu t'empêches aussi un certain nombre de choses qui accidentellement peuvent être intéressantes, tu vois, ou bien tu te donnes les moyens de vivre dans le monde dans lequel on vit avec voilà, et en étant vite capable de faire le tri dans ce qui est intéressant, ce qui n'est pas, parce qu'au final, c'est globalement comme dans la vie, comme dans tout, il y a peu de choses très intéressantes, il y a des choses Oui, il y a- intéressantes, puis il y a beaucoup de choses pas intéressantes. Ah oui. Enfin, donc, Il y a En fait, beaucoup j'ai c'est- peur de céder à la facilité Ah, si tu c'est veux, tout puis le prendre un truc, bouquin. c'est tout le Parce truc. qu'en fait, quand je suis dans le métro ou quand je suis dans le bus, c'est là que je Ah non, il y a bouquine. beaucoup de choses affligeantes, hein. Mais, où tu peux euh, être désespéré. Hein. Ensuite, je les Et en regarde même temps- quand je suis devant mon ordi, je mais vois comme tout ce dans qui la vie, défile non sur Enfin, c'est-à-dire que Facebook. c'est, bah, ouais, pareil. voilà. Après, ouais, ouais. tu vois, Mais comme j'ai peu le temps de bouquiner, parce que j'ai Comme quand même on en est besoin tous de là. lire et tout ça. Ouais, mais enfin, même toi. C'est- Non, mais François, même là, tes téléphones comme ça où tu jettes la puce, c'est toutes les 3 heures. Et donc, tu imagines combien de téléphones Nokia ça te fait. Enfin, même c'est une dépense d'énergie. Tu as vu mon qui est téléphone, trop- le rouge avec les bandes non. Ah, il est incroyable. Je te jure. Et ce qui est très marrant, c'est que dans les agences de pub où je vais, etc., à un moment, ça a été décalé. Tout le monde a dit, ah, ouais, c'est vachement sympa, Ouais. trop drôle. Oui, c'est vrai. Au Et à un début. moment, c'est juste Et devenu là, super c'est une ringard posture. et j'ai même commencé là, à c'est faire chaud. peur aux gens. Oui. Bah, tu fais peur parce qu'on se dit, bah putain, c'est peut-être un agent Il est de. complètement je sais pas qui, déséquilibré. qui vient c'est le nous- fusil à pompe qui fait Ouais, peur. c'est le fusil à pompe. Et C'est-à-dire ce que- truc de fusil derrière. Le là, téléphone, ça va, il mais doit c'est vrai avoir que le son fusil truc à pompe, derrière c'est pour chiant. mettre son fusil. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et en des fait. flèches. Et quoi. ses cartouches autour de. Ouais. Ah oui, c'est ça. Oui. Et des flèches. Sur ce truc-là. Oui, on parle pas de ton arc, parce que toi, t'as toujours un arc. Ah, toi, tu dis que c'est Avec pour te un nourrir, carquois. tu chasses, parce que tu chasses. Et dans Paris, tu manges, enfin, tu te nourris de pigeons, vachement, parce qu'à Paris, il n'y a pas. Ou de corneilles. Je chasse le ça fait cerf, peur, il y en a quoi. encore quelques-uns. Mais c'est vrai que c'est flippant quand même de voir un Ouais. mec en pull chemise
mocassins qui chassent avec l'arc dans Paris pour se nourrir, qui dépecent les pigeons. Et tu fais chauffer, enfin tu manges cru, c'est de la viande crue que tu manges. Comment ça se passe? Non, mais je fais des petites broches, des petites. Ouais. Je chauffe à la broche aux Tuileries, Voilà. tu vois. Bon, Oui, donc tu restes quand même un peu à l'ancienne. à Déjà, sur la ligne l'ancienne. du 68. Mais Ouais. voilà, sur la ligne du 68, je beaucoup, descends, non? je vais aux Tuileries, Ah non, je me fais mon petit barbecue, je fais tourner le pigeon à la broche. Bon, ça n'a rien non plus, ça va, quoi. Ah, ça parce va. que sur la ligne du 68, il y a aussi un mec qui fait il y a, Il fait du jeu de paume. il y a un mec qui fait du jeu de Ce qui est paume. vrai, en plus. Et il y a un maréchal Ferrand, je crois. Il y a un aussi. maréchal Ferrand, Voilà, il y a absolument. ça, il y a un luthier. Enfin, vous êtes plusieurs. T'imagines la ligne du 68? Ça, c'est hyper poétique, en fait. Tout à coup, il y a des vieux métiers qui réapparaissent. Ouais, il y a des porteurs de haut. C'est étonnant. Alors, Prenez ouais, le 68. C'est incroyable. Ouais, Il y a un type c'est avec des vous. tambours qui fait avis à la population tous les jours. Non, mais c'est très sympa. Il faut que vous voyez ça. Franchement, le De toute façon, 68, c'est après, étonnant. On prend le 68, non, après? Ouais, ouais. Bon, ouais, c'est intéressant. Maréchal Ferrand. Ouais, mais c'est, ouais. Il en reste, hein. Écoutez, les amis, moi, je sais pas ce qu'on peut dire. C'est ton Faut quotidien. trouver une toi. phrase de. Moi, c'est ma Chez vie toi, c'est un peu quotidienne. comme ça tous les jours, en fait. C'est C'est- comme ça, c'est ça qui est horrible. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme dicton de fin de, tu vois, un adage qu'on aime bien? Non, mais en tout cas, enfin, ça va avec ce qu'on se disait, mais le plaisir qu'on prend là, ensemble, à déjeuner, à discuter, comme avant, Ouais. accoudé au bistrot, etc., en se disant, enfin, tu vois, c'est bon, c'est bien, quoi. On goûte le temps présent, là. Si, alors, Tout d'un coup, tu vois. on reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait en partant. Oh, putain, il est fort. Ah, voilà, tu vois, Mais ça, c'est le tu sais le publicitaire, là. chauffer. Ouais, tu vois. Mais tu la connais, enfin, tu sais, ce truc est. On vachement reconnaît, joli. alors allez-y, François. On reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait en partant. C'est joli. C'est pas de moi du tout, Hein. Bonsoir, bon, on se voit la semaine prochaine alors. Salut Christiane. Salut Cédric. En mode avion est une création originale Engel, présentée par Fred Testo. Production Engel et CocoJet. Ingénieur du son, Paul Fourrure. Réalisation, Raphaël Fruchard. Coordination de production, Alix Pénichon. Abonnez-vous à votre podcast En mode avion sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode.